Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir à cette heure-ci en fin de semaine. Je trouve ça impressionnant, Mathieu, de voir autant de monde dans une session scientifique. Et ça fait bien plaisir parce que de moins en moins de gens sont habitués au présentiel et on est de plus en plus en distanciel. Et cette dimension humaine est quelque chose qui nous manque le plus souvent. Alors, la présentation de la table ronde, je vais la faire de manière très simple. La réforme du 100% santé a entraîné de nombreuses modifications et une sorte de répercussions sur les différentes professions de santé concernées. Ça a entraîné en particulier une demande de plus de professionnels, et ces professionnels, on les trouve de plus en plus dans une démarche internationale avec des gens qui viennent qui sont formés en Europe, qui sont formés chez les médecins, puisque je suis médecin, par exemple, plutôt en Roumanie, et ainsi de suite. Et la question est de savoir si, au bout du compte, pour le patient, on arrive à la même qualité de prise en charge et si les choses se passent, je dirais, de manière positive pour le système en tant que tel. Alors, on a comme intervenant donc Mathieu Del Rio, qui est le président du Collège national d'audioprothèse, Jordi Serra Rovira, qui est vice-président de l'Association nationale des audioprothésistes espagnols, Stéphane Gallego, qui est vice-président du syndicat des audioprothésistes, Cécile Parietti-Vinclair, qui est co-directrice du centre de formation d'audioprothèse de Nancy, et également représentant du conseil des centres de formation des universités françaises en audioprothèse, et David Gélinas, qui est président de l'ordre des audioprothésistes du Québec. Voilà. Je vais passer tout de suite la parole, Mathieu, en te posant une question qui est... Pourquoi on passe autant de temps? Alors c'est une question un peu taquine, mais pourquoi passer autant de temps sur la formation des audioprothésistes? Est-ce que ça n'allait pas avant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est nécessaire dans l'évolution de la profession, dans sa montée en compétences voilà. En fin de compte, pourquoi cette table ronde? Alors, la formation en audioprothèse n'a pas historiquement été de 3 ans. Elle a démarré à 2 ans, et puis il y a une réforme des études où c'est passé à 3 ans. Contrairement à la Belgique, par exemple, où la formation a toujours été à 3 ans, on reparlera tout à l'heure la circulation des diplômes vertueuses, qu'on peut appeler virtueuses, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais plaint de diplômes, des diplômes belges à l'époque, quand c'était 2 ans en France finalement, qui arrivaient de Belgique, étaient plus qualifiés finalement que nos diplômes français. Donc on est passé à 3 ans aujourd'hui. C'est une formation que l'on souhaite faire évoluer, avec la contribution donc des centres de formation en audioprothèse de Cécile qui les représente aujourd'hui, avec cette fameuse réorganisation donc des formations, puisque la maquette aujourd'hui n'est plus du tout d'actualité, donc on œuvre en ce sens. Et les technologies évoluant, il est nécessaire d'avoir une qualité de formation qui soit la meilleure possible, en tout cas qui évolue, de manière à permettre la meilleure qualité de soins pour les patients. Puisque voilà, on a la conviction que l'audioprothésiste est un professionnel de soins à part entière, et donc cette qualité de soins avec la satisfaction finale du patient, du malade, pour nous, elle est essentielle. Voilà. Mais il y a quelque chose qui me frappe, c'est il y a la durée bien entendu, durée de formation qui n'est pas la même dans tous les pays. On en reparlera justement avec Jordi Serra, qui vient d'Espagne et qui est un grand centre de pourvoyeurs, un grand pays pourvoyeur d'audioprothésistes pour la France. Mais il y a également l'organisation de la profession qui doit se mettre autour de tout ça pour faire en sorte que la montée en compétences puisse s'accompagner d'une mise à disposition d'un accès pour les patients, qui sont un accès qui soit beaucoup plus simple. On voit que dans un certain nombre de professions de santé, la montée en compétences, on le voit par exemple sur l'hyper-spécialisation des médecins, ne s'accompagne pas d'une amélioration de l'accès. Comment la profession voit justement cette mise à disposition de professionnels de qualité pour faire en sorte d'avoir dans toutes les villes, auprès de toutes les personnes et les familles, justement des audioprothésistes de qualité?
Alors, l'accès aux soins en audioprothèse, c'est un sujet qui fait débat, mais comme dans toutes les professions de santé, en vérité. Est-ce que parce qu'on va former plus d'audioprothésistes, on aura une meilleure répartition sur le territoire? Bon, c'est pas vraiment ce qu'on constate. Finalement, on a toujours un petit peu les mêmes schémas avec des concentrations dans les agglomérations. Voilà. Donc, c'est vrai que l'idée de se dire si j'ai plus d'audioprothésistes, j'aurai une meilleure répartition, ça n'existe pas. La seule profession, à ma connaissance, qui est vraiment régulée par rapport à ça, c'est l'exemple des pharmaciens, bien sûr, donc qui est un exemple en la matière, avec une distribution tout à fait homogène. Donc, les audioprothésistes qui sont diplômés en France ou même à l'étranger, je trouve très intéressant, moi, d'échanger avec des audioprothésistes espagnols formés en Espagne et qui ont une activité en Espagne, québécois formés au Québec et qui viennent en France, ou des Français qui vont au Québec, ou des audioprothésistes belges. Donc ça pose pas vraiment de difficulté. Je trouve que c'est un terreau qui est même fertile au niveau des approches et des pratiques. J'ai la chance de pouvoir aller tous les ans au congrès de l'Ordre des audioprothésistes du Québec. Donc je pense c'est une vraie richesse et c'est très enrichissant de pouvoir se nourrir un petit peu de ces pratiques un petit peu internationales. Est-ce que l'intégration à l'heure actuelle des professionnels qui viennent justement avec des diplômes étrangers se fait bien? Et face à cette problématique, quelles sont éventuellement les solutions que le CNA porterait pour faire en sorte d'avoir une amélioration de cette intégration? La difficulté dans l'intégration de ces profils internationaux, on va dire, c'est la difficulté de pouvoir contrôler un petit peu les pratiques. Et ça, c'est un vrai souci. Alors, je dis pas même avec des professionnels français, il y a des problématiques. Je suis pas du tout en train je n'ai aucun problème avec les audioprothésistes espagnols. Mon épouse est espagnole et audioprothésiste, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, j'ai pas de problème particulier par rapport à ça. Le problème, c'est comment ces personnes pour lesquelles on a une qualité de formation qu'on a du mal à évaluer, et qui peut être d'une grande qualité, une fois de plus, comment on peut l'évaluer au long cours. Voilà. Et ça, c'est sachant que c'est des transferts de compétences un petit peu, etc. C'est quelque chose qu'on a du mal à aborder et qui pose un problème, parce que c'est toujours l'accès aux soins et la qualité du soin pour les malades. On se retrouve un peu face à la problématique de la formation continue des autres professions de santé, pour savoir comment on peut juger de la qualité d'un médecin, que sa formation initiale soit bonne ou un peu moins bonne. En tout cas, au bout du compte, il doit rester toute sa vie à la hauteur de la qualité que le pays peut demander à ses professionnels. Quel est le rôle de l'État et qu'est-ce que vous souhaitez dans la profession par rapport à ce que l'État pourrait faire pour apporter une certification peut-être ou L'État, il y a un fonctionnement qui est simple, c'est-à-dire que c'est la libre circulation des diplômes dans l'espace européen avec ce qu'on appelle les accords de Bologne. Donc ça permet aux professionnels de circuler finalement dans l'Union européenne. Et puis ces candidats à l'exercice en France, donc ils ont une autorisation d'exercice, ce n'est pas une équivalence, c'est une autorisation d'exercice. Elle va être donnée par des commissions qui sont des DRETS, qui sont pilotées avec des ORL, des ARS, etc. Et qui vont donner donc ce qu'on appelle des mesures compensatoires, donc qui vont varier en fonction du pays en fait d'où vient le professionnel titulaire du titre. On fait pas d'ingérence, on met pas en cause la qualification de la personne. C'est simplement par rapport au programme d'études d'avoir, on va dire, un équivalent qui permettent en théorie un exercice qui soit à peu près, qui corresponde au niveau d'exigence en France. Et c'est vrai que par exemple sur les stages, donc c'est souvent des stages en fait qui sont pris ou qui sont proposés dans les mesures compensatoires. Nous, dans nos écoles françaises, par exemple, on recommande à nos étudiants qui fassent des stages, mais sur des terrains de stages différents. Tu vois, il y a 3 ans d'études, il y a 3 types de stages différents. C'est toujours intéressant
pour leur expérience et d'un point de vue pédagogique, ils puissent expérimenter des pratiques dans différents endroits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les mesures qui sont proposées, il y a un aspect réglementaire qui laisse peu de marge finalement au niveau du choix des stages. Et bon, même des actions en justice qui vont assez loin et voilà, donc ça c'est dommage parce que c'est pour ces candidats à l'autorisation d'exercice en France, vraiment je pense qu'ils auraient une vraie plus-value à pouvoir se faire une expérience différente dans différentes structures et pas faire toutes leurs études avec des stages qui ont été faits en France au même endroit. Voilà. Donc ça c'est une idée. Et puis alors pour revenir sur la qualité d'exercice au long cours, on a eu la chance d'avoir donc le professeur Collet qui est intervenu ce matin, président de la Haute Autorité de Santé, qui nous parlait d'une chose qu'on connaît bien et pour laquelle on serait partant, c'est la certification périodique, c'est-à-dire le fait d'avoir finalement une évaluation tout au long de la vie professionnelle qui permette de maintenir globalement les pratiques. Voilà. Mais cette certification, cette recertification périodique, finalement, elle est possible que dans les professions ordinales. Voilà. Donc, je suis pas en train de dire que l'ordre va donner si on a un ordre, enfin, on verra ça un petit peu plus tard, mais ça va être une solution à tout. Mais en tout cas, il faut bien savoir et bien avoir en tête qu'une profession ordinale, les professions ordinales sont tenues à une certification périodique, ce qui est quand même un élément, je pense, important et encore un motif supplémentaire d'abonder en ce sens. Voilà. Alors, les professions ordinales, oui, mais il n'empêche qu'au bout du compte, les professionnels, quand je vois, si je fais la comparaison avec les médecins, le DPC, ça marche de manière plus ou moins, on va dire, aléatoire. Donc, il y a une application de ces règles qui se fait pas aussi bien que on le souhaiterait pour maintenir des compétences, en particulier dans le. Donc, pour vous, le système de l'ordre, je sais que ça m'étonne pas que le Lionel Collet soit favorable à cette façon d'organiser la profession, serait un garant de la qualité de la formation au long cours et du maintien des compétences des professionnels tout au long de leur parcours professionnel. Disons que ça serait une spécificité supplémentaire qui permettrait de contribuer à l'amélioration du service rendu pour les patients. Très bien. Alors, on a la chance d'avoir Jordi qui est avec nous. Donc, la formation, le système actuel de formation en Espagne est différent du système français. Quelle est la situation, dans quelle situation se trouve justement l'Espagne par rapport à cette formation des audioprothésistes ? Merci, Olivier. Je vais remercier le Collège national et mon ami Mathieu de participer et inviter à ces journées, ces magnifiques journées. D'autre part, je dois m'excuser. J'ai étudié français à l'école, mais comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'années. Mais mes compétences en langue française sont très faibles. Mais par respect pour vous, je vais faire la communication en français. Bon, je vais vous exprimer très vivement l'organisation de la formation des audioprothésistes à l'Espagne. Afin que vous la connaissez, vous comprenez également les implications, surtout des étudiants françaises qui sont actuellement formés dans les écoles espagnoles. Tout d'abord, je tiens à préciser que le niveau de la formation des audioprothésistes, c'est l'enseignement supérieur non universitaire. Lorsque les étudiants terminent le baccalauréat, ils peuvent étudier pour obtenir un diplôme universitaire ou un diplôme supérieur non universitaire. Dans le cas des audioprothésistes, c'est une formation de 2 ans après le baccalauréat, avec 2000 heures
de formación que les audioprothésistes espagnols suivent avant d'entrer à le marché du travail. Ensuite, je vais vous montrer les compétences professionnelles que le diplôme d'audioprothésiste délivre à l'Espagne. J'allais très vite, mais on peut gérer un cabinet à audioprothèse, faire l'évaluation de les caractéristiques auditives, mais cette curiosité, à l'Espagne, nous sommes compétents pour faire la tympanométrie, mais pas en France. La troisième, c'est le choix des pròtesis auditives, des aides auditives, implantables et non implantables. Ensuite, la fabricació des adapters, des mules, coquilles, etc. En cinquième, la reparació d'aparells auditius et enfin de mesurer la protecció auditiva contre les situacions de bruit. Ça, ce sont les 6 compétences que nous avons reconnues à l'Espagne. Ensuite, nous voulons vous parler de le nombre d'écoles que nous avons à l'Espagne. C'est un des problèmes que nous avons sur le territoire espanyol. Le nombre d'écoles actuellement actives, c'est de 50, selon les données du ministère d'Educació. 50 écoles actives. Les données nous aident à comparer, à comprendre. Si nous avons 50 écoles à l'Espagne et nous avons un marché de 400.000 appareils adaptés chaque année, si nous comparons ces données avec les marchés français ou les marchés allemands, c'est intéressant. Par exemple, à Allemagne, il y a des écoles et un marché d'un peu plus d'1 million d'appareils. À la France, vous avez 11 écoles et un marché de 1,5 million d'appareils, plus ou moins. Mais il est clair que le nombre d'écoles espagnoles est surdimensionné. C'est clair. Il existe des écoles qui proposent formation présentielle. Otras écoles proposent une formation mixte. Et il y a écoles qui proposent une formation 100% online. C'est-à-dire que certains étudiants apprennent exclusivement à travers de la formation en ligne. Si on remonte dans les temps de 1984 à 2003, il n'y avait qu'une seule école à l'Espagne, l'école d'Iclot à Barcelone, l'école doyenne de la formation des audioprothésistes à l'Espagne. Actuellement, avec 50 écoles, nous ne pouvons pas garantir la qualité de la formation que reçoivent les audioprothésistes. Si une formation 100% en ligne est possible, c'est que l'Association nationale d'audioprothésistes est totalement opposée. Nous devrons travailler avec le ministère de l'Éducation pour essayer d'arrêter ça. Parce que c'est préjudiciable par tout le monde, c'est préjudiciable par les marchés espagnols et c'est préjudiciable pour vous aussi. Il est clair que le secteur de l'audiologie et de l'audioprothèse, c'est un secteur en croissance. C'est un secteur qui a besoin de nouveaux professionnels. Et nous sommes devant. Vous pouvez voir à l'écran un rapport de HIMA. Vous dites que les ressources humaines est précisément le principal défi
à relever pour le développement de ce secteur professionnel. Nous comprenons ça et nous sommes d'accord. Mais malgré tout, ces professionnels doivent être formés selon des critères de qualité. Absolument. Nous avons besoin d'avoir des caractéristiques que vous pouvez voir à l'écran qui sont inaliénables en la formation. Nous avons besoin de travailler, c'est-à-dire que les professionnels doivent être formés de manière compétente, consciente, compétissante, responsable et créative. Ça, c'est que je vais vous dire sur la formation à l'Espagne. Mais je crois que cette vision peut vous aider à comprendre mieux nos situations. Merci. Jordi, par rapport à ça, quelle est justement la position du ministère de la Santé en Espagne? Est-ce que c'est un ministère qui s'intéresse à la question et qui investit du temps et des moyens pour garantir cette compétence, ou c'est plutôt un ministère qui laisse un peu filer les choses? Nous sommes en train de travailler avec une ordre nationale, pour être reconnus par le ministère de la Santé comme professionnels sanitaires. Ça est ce qui nous va permettre d'avoir un collège, comme vous l'avez, pour réguler les bonnes pratiques, pour l'autorégulation des professionnels et pour garantir la qualité de la formation. Donc ça veut dire qu'à côté du ministère, pour l'aiguiller et pour lui mettre une forme d'exigence, il faut une représentation de la profession sous forme de collège, sous forme d'ordre ou sous une forme quelconque, pour faire en sorte de faire appliquer les règles que vous avez développées tout à l'heure, enfin, au moins les compétences que vous avez mises en exergue, qui sont d'ailleurs, c'est intéressant, qui ne sont que des valeurs humaines. Dans ce que vous avez dit qui manquait le plus, c'était justement des notions de compétences, des notions de compassion, des notions d'éthique, de choses comme ça. Je trouve que ça fait partie des choses qui sont tout à fait intéressantes. Il y a quelque chose qui je voudrais passer tout de suite à la situation française et revenir avec Stéphane Gallego sur la situation française. Quelles sont les mesures que le SDIA demande ou voudrait mettre en place ou voudrait voir se mettre en place justement par rapport à cette question de la formation continue, de la formation des professionnels? Avant de répondre à cette question, je voulais quand même juste clarifier la libre circulation en fait des diplômes. Ce qui se passe actuellement, c'est un détournement de l'esprit de la loi. Normalement, c'est des Espagnols qui veulent habiter en France et qui sont autorisés en fait à faire de l'audioprothèse parce qu'ils ont déménagé. Donc, c'est pas tout à fait ce qui se passe. La deuxième chose, c'est que l'origine de cette recrudescence d'Espagnols, c'était une solution pour certaines enseignes de répondre à l'exercice illégal qu'il y avait, où il y avait beaucoup de gens qui faisaient de l'audioprothèse et qui savaient qu'il y allait avoir probablement des répressions. Et ils ont créé en fait une multitude d'écoles en Espagne avec un problème d'évaluation en fait des compétences acquises et aussi un problème de qualité de la pratique et des stages. Donc ça, c'est important de comprendre aussi le contexte. Il n'y a pas derrière, il y a une volonté un petit peu de gruger, en fait. Donc le souci, donc ça, c'est le point, je dirais, principal, et il y a eu le 100% santé qui est arrivé. Le souci, en fait, c'est qu'il y a aussi certaines personnes qui ont la volonté d'être audioprothésistes, qui sont ingénieurs ou qui ont un DUT, et le système français actuellement ne permet pas
de passerelle ne permet pas, ou très peu, de validation des acquis partiels, ou ne permettait pas, il y a quelques années, l'apprentissage. Et donc ça, je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler à ça. La deuxième chose, donc ça, c'est le contexte. Pour nous, je pense que ce qui est important, c'est quand même le patient et le contrôle de ce qui est fait, de la bonne pratique. Clairement, si quelqu'un travaille mal, il doit être réprimé et faire en sorte, en fait, qu'il ne travaille plus. Donc ça, c'est un petit peu la volonté du syndicat qui se bat depuis longtemps contre la fraude. Mais il ne faut pas négliger le fait que certaines personnes ont la volonté d'être audioprothésistes. Elles ont fait quelque chose avant et on n'a rien à leur proposer pour faciliter en fait l'accès à ces personnes-là. Mais à mon sens, c'est à la marge. La deuxième chose, c'est qu'on a vu une recrudescence très importante du nombre d'audio espagnols d'audio français formés en Espagne, arrivés en France. Et on en arrive à un stade où maintenant, si vous regardez sur LinkedIn, les open to work, en fait, des gens qui cherchent du boulot, souvent, si vous regardez, ils ont la formation espagnole. Donc nous, ce qu'on propose aussi, c'est peut-être dans le volontariat, proposer une forme de certification qui va aider les employeurs. Moi, je suis pas trop pour les formations espagnoles, mais ils sont là. Il faut arriver à faire en sorte que ceux qui sont suffisamment compétents pour bien s'occuper de la personne puissent le faire et qu'elles puissent être différenciées de ceux qui ne le sont pas, ou que ceux qui veulent tricher. Donc, pouvoir proposer une forme de certification qui est volontaire, mais qui permettra à l'employeur de savoir si la personne elle est compétente ou pas, au bout du bout, on saura que le patient aura des chances d'être bien pris en charge. Donc je pense que ça, c'est le point. Après, tout le monde parle du concours national. C'est compliqué parce qu'il faut déjà changer quelques règles. Et en plus de ça, avant d'arriver à ça, il faut homogénéiser toutes les écoles qui ont chacune leur spécificité. Il y en a qui font plus de neurosciences que d'autres, il y en a qui font plus d'acoustique, il y en a qui travaillent beaucoup plus sur le bruit ou des choses comme ça. Donc, pour arriver à proposer après, ce sera peut-être Cécile qui va en discuter, mais faire un concours national, ça serait une bonne chose. Et par contre, pour l'équivalence, si on pouvait, plutôt que le stage qui est de complaisance, très généralement, faire un concours, ça serait une bonne chose. Ça fait beaucoup de choses, excusez-moi. Ça fait beaucoup de choses en même temps, hein, mais c'est plutôt une manœuvre qui vise à sortir de la situation par le haut, on va dire. Ceci étant, la validation des acquis de l'expérience, qui est une chose qui est partielle. Ouais. Ça n'existe pas. C'est une chose tout à fait positive. Mais quand on regarde les autres professions de santé, en France, à l'heure actuelle, ça se met pas en place. Les IPA, ce qu'on appelle les IPA, c'est-à-dire les infirmières de pratique avancée, la place de la VAE à l'intérieur, c'est rien du tout. Les médecins étrangers en France, la VAE est pas quelque chose qui est utilisé comme un des critères. D'accord, mais c'est pour ça que je disais que c'était à la marge. Parce qu'il y a des personnes qui sont ingénieurs en acoustique, il y a des personnes qui sont infirmières, il y a des personnes qui veulent être audioprothésistes, ou des orthophonistes même qui veulent être audioprothésistes. C'est pas logique qu'ils se recoltinent 3 ans complets. Et c'est là où il y aurait en fait des passerelles ou des validations des acquis partiels. D'accord. Cécile, je voudrais revenir vers vous parce qu'on a parlé de questions de qualité. On a, Jordi rappelait qu'il y a 50 écoles en Espagne, il y en a 9 en France. Comment on fait pour essayer d'avoir une harmonisation justement de ces formations entre les 9 écoles, un peu comme on pourrait parler de l'harmonisation des programmes dans les universités françaises sur d'autres métiers? Alors, je pense que en France, où est-ce qu'on en est? Je pense qu'en France, c'est relativement homogène. Contrairement à ce qui a été dit, voilà, ça c'est mon point de vue, je vais vous expliquer pourquoi. En France, il y a des fleurons, par exemple, il y a la cuisine française. Pour faire de la cuisine française, il faut un endroit pour faire la cuisine, il faut une équipe de cuisiniers, il faut des bonnes recettes. En France, on ne peut pas, n'importe qui, n'importe quelle structure, n'importe quelle entreprise ou société de formation ne peut pas ouvrir
un centre de formation en audioprothèse, parce que c'est réglementé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Là, actuellement, il y a un diplôme, c'est un DE, donc diplôme d'État. Et donc, l'État impose une maison. La maison, au sens figuré, ça s'appelle l'université. Au sens propre, ce sont des locaux. Des locaux, c'est important parce qu'on va mettre des pièces insonorisées, des machines qui permettent de faire des chaînes de mesure, etc. Pour faire donc pour permettre justement l'acquisition des compétences qui ne sont pas que des compétences psychosociales ou communicationnelles, mais bien des compétences techniques pour être un bon audioprothésiste. Donc il y a la maison, il y a l'équipe de cuisiniers, en l'occurrence ce sont des équipes pédagogiques, académiques, universitaires. Pourquoi universitaires? Parce que de la même façon que être audioprothésiste c'est un métier, eh ben être enseignant c'est un métier et les enseignants de l'enseignement supérieur en France, ce sont des universitaires. Donc pour apprendre, par exemple, pour assurer les 320 heures d'enseignement en mathématiques, informatique et biophysique et physique, pardon, eh ben il va falloir des professionnels de l'enseignement dans ces disciplines-là. Pour enseigner les 150 heures d'audiologie qui sont au programme, qui sont dans la recette, il va falloir des professionnels de l'enseignement dans ces disciplines-là, donc des ORL qui ont une appétence toute particulière pour l'autologie, et puis il va falloir également des professionnels pour enseigner les 250 heures, je crois, en audioprothèse. Alors là, effectivement, il y a un petit problème, il y a encore trop peu d'universitaires en audioprothèse, d'académiques, et on boucle en fait la journée sur quelque chose qui a été évoqué par le président de la HAS. Des universitaires en audioprothèse sont nécessaires pour que les audioprothésistes puissent s'emparer de la formation de leur discipline. Donc là, il y a peut-être un petit problème, mais il y a également des solutions qui peuvent être déployées en l'état actuel en France. Donc on a parlé de la maison, on a parlé de l'équipe, et puis la recette, les recettes, eh ben c'est un référentiel ministériel de formation. Alors oui, en audioprothèse, ça date du 10 juillet 2001, donc c'est un petit peu poussiéreux entre guillemets. Pour autant, il faut quand même pas oublier que les différentes écoles, en particulier les plus anciennes, les vieilles dames, Nancy en fait partie puisque c'est 1987, je parle sous le contrôle de Joël Ducournau. Donc, bien entendu, les centres de formation, les équipes pédagogiques ont clairement fait évoluer. On n'a pas attendu un nouveau décret pour faire évoluer nos enseignements et on a tous fait évoluer, nous directeurs de centres de formation, nos enseignements pour se mettre au goût du jour et être en accord avec les progrès technologiques, que ce soit les progrès technologiques pour les traitements, tout ce qui est prothèse auditive, les progrès technologiques dans l'évaluation de l'audition, et puis s'adapter aux besoins nouveaux de la population qui changent clairement. Donc, alors bien sûr, comme ça a été un petit peu dit, en fonction des forces en présence dans chaque école, on a fait évoluer nos référentiels peut-être un petit peu différemment. Donc je pense que plutôt que d'une homogénéisation, c'est peut-être une harmonisation qui serait nécessaire dans la réingénierie. Alors, je pense que il y a quand même un combo relativement gagnant en France. C'est la maison, les équipes pédagogiques, les bonnes recettes, en sachant que tout ça c'est évalué par l'HCERES, qui est le Haut Conseil d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Chaque centre de formation, tous les 5 ans, il est obligé de représenter sa copie, ce qui
permet de démontrer une certaine qualité, voire une qualité certaine. Alors, je suis pas tout à fait pour l'autosatisfecit, on peut toujours faire mieux. Comment est-ce qu'on pourrait faire mieux en formation initiale? Parce que là, je parle bien de la formation initiale, pas de la formation continue, mais je pense qu'on pourra en parler après. Eh ben, il y a l'universitarisation. Parce qu'il faut pas oublier que même si on est au sein de l'université, que c'est un diplôme d'État, l'universitarisation n'est pas, à mon grand regret, encore en marche en ce qui concerne la formation en audioprothèse en France. Alors l'universitarisation de la formation en audioprothèse, c'est pas que une réingénierie du diplôme, c'est pas que une harmonisation du référentiel et un dépoussiérage qui, bon, clairement est nécessaire, mais c'est une vision un petit peu micro. Si on se place d'un point de vue un petit peu plus macro, une universitarisation, c'est la réingénierie du diplôme pour dépoussiérer, harmoniser le référentiel, mais c'est également passer d'un DE à un diplôme qui concrétise le système LMD, donc du fameux processus de Bologne, et là en l'occurrence un équivalent de L3 Pro. Donc, l'universitarisation, c'est la réingénierie, mais c'est également l'universitarisation des carrières. Et ça, c'est maintenant possible. C'est maintenant possible que des audioprothésistes deviennent des académiques grâce à la présence d'une section de CNU qui est dédiée aux professionnels de la réadaptation et de la rééducation. Cette section de CNU, elle existe depuis 2019. Donc c'est la section 91. Alors, ça a été un séisme universitaire parce que la création d'une section de CNU, c'est assez rare. Et malheureusement, c'est passé complètement sous silence au niveau des sphères professionnelles. Et c'est vraiment regrettable parce que avoir une section de CNU, ça permet de valoriser les disciplines, de les faire rentrer dans le monde universitaire académique et de leur donner une véritable crédibilité. Crédibilité vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des pouvoirs publics, parce que un CNU, ça a un rôle consultatif ou décisionnel en termes de politique de formation, et qui dit politique de formation dit politique de santé, ça vient tout de suite après. Ça permet de valoriser la recherche et ça permet de tirer vers le haut la qualité de l'enseignement. Alors, je parlais d'un silence, voilà, c'est passé sous silence au niveau des sphères professionnelles. Je vais vous donner juste quelques chiffres pour illustrer ce silence. Donc cette section 91, elle a permis entre 2019 sa création et 2023 d'évaluer 200 dossiers de candidature, et sur ces 200 dossiers, il y a eu 91, donc comme le numéro de section, 91 universitaires qui ont été qualifiés. 83 maîtres de conférences, 7 ou 8 professeurs, enfin vous faites le calcul. Et dans 70% des cas, c'était des kinés, des orthophonistes et des ergothérapeutes qui ont vraiment profité de ce train qui a démarré avec la création de cette section de CNU. Vous voulez le chiffre du nombre de personnes qualifiées en audioprothèse? 1. Voilà. Donc ça se passe de commentaires. Je pense qu'il y aurait un besoin crucial que pour que la discipline audioprothétique puisse se saisir de sa formation et qu'il y ait des universitaires en audioprothèse, comme maintenant il y a des professeurs d'orthophonie, il y a des maîtres de conf en orthophonie, il y a des professeurs de kiné. Pourquoi n'y a-t-il pas, nom de nom, des professeurs et des maîtres de conférences en audioprothèse? Donc, je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir dans ce sens, et on rejoint complètement le discours de Lionel Collet. C'est possible, faites-le, faisons-le. Nous, on est prêt à réfléchir avec vous. Nous, on le voit de dehors. C'est important clairement pour vous. Et là, on ne parlait encore que de la formation initiale, bien sûr.
Alors, il y a la formation initiale, et puis justement, il y a des candidats qui sortent d'écoles espagnoles qui sont formés intégralement en distanciel pendant 2 ans, et puis il y a ceux qui sont formés en présentiel pendant 3 ans. Eux, ils ont le même diplôme espagnol, et ils arrivent en France. On fait quoi? Alors, je pense qu'il est vraiment important, et ça a été souligné par Mathieu, de distinguer la qualité de la formation de la qualité des pratiques professionnelles. C'est pas parce que on est bien formé qu'on aura toujours des pratiques vertueuses, c'est-à-dire éthiques, déontologiques. Et l'inverse est vrai également. Hein. On pourra avoir une formation un peu bancale au départ, et puis être vertueux dans ses pratiques professionnelles. Alors, bien entendu, les solutions sont multiples. Une des solutions qui me semble très importante, c'est de maintenir des compétences professionnelles tout au long de la vie, et ça, c'est permis par la formation continue. Et la formation continue, effectivement, il y a le DPC, mais le DPC, c'est pas certifiant. La certification des professionnels, ça a été un petit peu discuté par Mathieu. Ça peut être garanti par un ordre professionnel. Donc ça aussi, ça a été évoqué par le président de l'HAS. Et l'ordre, mais ça, David en parlera, l'ordre n'est pas là que pour faire un devoir de sa fonction de police. Oui, il a une composante juridictionnelle pour surveiller les pratiques, leur probité, leur vertu, ok. Mais un ordre, c'est également en France, et David nous dira si c'est la même chose, c'est lui. Un ordre, c'est là pour accompagner les professionnels, pour leur permettre de maintenir leurs compétences tout au long de la vie et d'actualiser leurs connaissances. Et ça, au niveau de l'ordre, ça se fait par l'intermédiaire d'un CNP, qui est une structure très officielle, avec des missions bien déterminées, avec une composition bien déterminée, et dans la composition, donc tout ça c'est réglementé par le gouvernement, c'est pas une petite asso de copains. Un CNP, c'est constitué de représentants des différentes instances d'une discipline. Pour parler de quelque chose que je connais bien, puisque donc je suis dans le bureau exécutif du CNP d'ORL, il y a des représentants des fédérations professionnelles. Donc, pour l'ORL, c'est le syndicat national des ORL. Il y a des représentants des collèges d'enseignants. C'est le collège que je préside, le collège français d'ORL que je préside depuis maintenant 2 ans. Et il y a des représentants des sociétés savantes. En ORL, on a de la chance. On a une seule et unique société savante qui est la Société française d'ORL, qui va chapeauter, qui est la grande sœur de plein de petites sociétés savantes. Ça permet que on ait vraiment, qu'il y ait un dialogue fluide dans les instances. On s'entend bien, donc on fait avancer nos dossiers. Et donc je suis très bavarde et je pourrais parler des heures de ça parce que c'est passionnant et je pense vraiment que la discipline audioprothétique est à un virage et en pleine mutation. Et donc je terminerai par une question, c'est à quand une société française d'audioprothèse? Je pense que vous avez tous les ingrédients, il n'y a plus qu'à. Merci. Je pense que c'est une bonne chose. Mais cette société savante qui se développe dans un métier comme le métier de l'audioprothèse, vous convergez tous vers les mêmes solutions. On est tous sur un schéma qui intègre un CNP fort, un ordre qui soit un ordre qui puisse garantir une qualité professionnelle. En plus, le CNP, c'est l'interlocuteur privilégié et normalement quasi exclusif avec la Haute Autorité de Santé. Donc s'il faut faire des recommandations sur... on peut avoir d'autres interlocuteurs, mais en règle générale, quand il s'agit de discuter d'actes, quand il s'agit de discuter de prise en charge, quand il s'agit de discuter d'un certain nombre d'autres choses, c'est vers le CNP que la HAS se tourne pour demander justement une réflexion de la profession tout entière, puisque le CNP a l'avantage d'associer toute la profession
justement à ces recommandations. Oui, le CNP est donc de création relativement récente. Donc les CNP ont dû apprendre la partition pour jouer bien la musique. Donc ça s'est fait progressivement. Il y a eu une montée en puissance au fur et à mesure que les membres constituant le CNP commençaient à cerner le périmètre. Initialement, c'était pour donner les orientations de la certification périodique, selon 4 grands axes qui sont eux-mêmes déterminés par le Conseil national de la certification professionnelle périodique. Mais au fur et à mesure, il est vrai que les CNP sont devenus les interlocuteurs uniques de l'HAS, mais également de l'ensemble des ministères de tutelle. Et en fait, c'est un espèce de parapluie qui a plusieurs baleines. La baleine du Collège des enseignants, la baleine des fédérations professionnelles et la baleine des sociétés savantes. Donc, c'est mieux quand on s'entend bien au sein d'un CNP, parce que le CNP redistribue en fonction des missions de chacun, parce que un Collège des enseignants, ça a des missions différentes des sociétés savantes, qui ont des missions encore différentes des fédérations professionnelles. Donc, mais ça permet d'être vraiment l'interlocuteur unique. David, les cousins québécois, ils se sont organisés comment? Leur ordre, en fin de compte, fonctionne comment? Et quelles sont justement vos prérogatives dans le domaine de la formation et de la qualité de la formation, du suivi de la qualité de la formation des professionnels? En fait, notre ordre s'est organisé premièrement il y a 50 ans. Ça, c'est une première fierté au Québec. L'ordre est là, on a plusieurs piliers, on a plusieurs leviers, disons, là, pour bien jouer notre rôle de protection du public, je tiens à le rappeler. Le premier, c'est l'information à nos membres. On peut la faire au public également, mais on peut la faire particulièrement à nos membres pour bien les informer de l'actualité. Je vous donne un exemple. Dans notre infolettre, on peut clarifier des normes de pratique. On reçoit des questions très tangibles de la part des membres, puis on va simplement clarifier, par exemple, la durée de la validité d'un audiogramme. On a établi certaines exceptions dans lesquelles l'audiogramme peut être valide plus d'1 an. On les explique, on communique de cette façon-là. Ça, c'est notre premier pilier. Ensuite, évidemment, il y a la formation continue qui est obligatoire. Donc, les membres ont un nombre d'heures qui est déterminé à chaque 2 ans. Ils sont contrôlés là-dessus, c'est calculé et c'est obligatoire. Donc, on a un comité spécifique qui s'occupe de la formation continue et de s'assurer qu'elle est effectivement efficace, qu'elle est variée, qu'elle est basée sur les évidences scientifiques, le moins biaisé possible également, parce qu'on sait qu'on évolue dans un contexte où on fait affaire avec des manufacturiers. Donc, on cherche à intégrer des notions scientifiques là, absolument dans cette formation continue-là. Ensuite, bien évidemment, il y a l'inspection professionnelle. J'en ai déjà parlé là, avec quelques collègues. L'Ordre va inspecter 20% de ses membres à chaque année. Dans une première phase, par le biais d'un questionnaire en ligne. Donc, on est 500, il y en a une centaine qui reçoivent un courriel et qui doivent remplir un questionnaire qui est analysé, qui est anonymisé dans un premier temps et qui est analysé par un comité spécifique et en fonction des réponses au questionnaire et aussi en fonction d'une analyse de risque. On en parlait hier soir au dîner. On aime beaucoup faire l'analyse de risque dans les ordres professionnels parce que c'est une façon de rendre plus efficaces nos actions. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui exerce seul représente un risque un peu plus élevé pour la protection du public que quelqu'un qui exerce en équipe. La simple raison, c'est qu'après 15 ans, 20 ans, 30 ans tout seul dans son cabinet, il y a des chances que les connaissances se soient moins bien partagées. Donc, c'est un facteur de risque. Un autre facteur de risque, quelqu'un qui arrive de l'étranger, qu'on a admis à l'ordre, a plus de chances d'être inspecté rapidement que quelqu'un qui est au Québec depuis plusieurs années. Donc, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, en fait, se passe sous forme de visioconférence. Les audioprothésistes sont invités à présenter 5 dossiers au comité d'inspection, en fait à l'inspecteur, des dossiers complets, du bilan jusqu'aux suites de l'appareillage. Et à ce moment-là, c'est analysé. Et c'est un processus qui se veut éducatif et d'accompagnement. Évidemment, s'il y a des lacunes, les lacunes vont ressortir et puis ça va donner lieu à des recommandations. Mais dans un premier temps, le processus d'inspection professionnelle se veut comme un processus d'accompagnement.
Et puis ensuite, ben là, selon encore une autre analyse, il peut y avoir une troisième phase de l'inspection durant laquelle l'inspecteur ou les inspecteurs vont aller visiter le cabinet. C'est une étape un peu plus incisive durant laquelle on peut aller chercher des dossiers au hasard, demander à l'audioprothésiste de réaliser des actes, par exemple sur l'inspecteur, pour mieux contrôler là, les connaissances. Tout ça va donner lieu possiblement à des demandes de formation complémentaires. Dans certains cas, une restriction de la pratique aussi, ça peut arriver dans le cadre de l'inspection. Et le dernier, disons, le dernier pilier le plus incisif, c'est celui du bureau du syndic. C'est quand il y a une plainte formelle qui est logée à l'ordre. Et c'est important de dire que le syndic est indépendant dans son fonctionnement du bureau de l'ordre, du CA de l'ordre. C'est une considération qui est majeure, qui est vraiment importante pour éviter qu'il y ait de l'influence politique sur le bureau du syndic, qui lui va réaliser des enquêtes et possiblement amener l'audioprothésiste au conseil de discipline et éventuellement au tribunal des professions, qui lui là va littéralement mettre à l'amende les audioprothésistes qui n'ont pas agi là en respect des lois et règlements. Donc grosso modo, on informe, on forme, on inspecte et puis, au besoin, on va sévir contre les audioprothésistes. Sur 20% de la profession, donc une centaine d'audioprothésistes tous les ans, je pense que le processus est fait un peu à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire il est plutôt tourné vers le sens positif des choses. On arrive à combien de professionnels qui sont à qui on fait des recommandations d'amélioration, mais pour lequel le niveau est considéré comme bon? On en a 5 à 6% qui passent en phase 2, donc peut-être une trentaine, et on en a moins de 4% qui passent à la phase 3, donc moins d'une vingtaine. Évidemment, plus ça se raffine, plus les dossiers sont analysés de façon individuelle. Donc tout ça fait partie effectivement de l'analyse de risque. Il y a des risques qui sont identifiés clairement. Il y a aussi un facteur aléatoire là-dedans pour être encore, disons, plus efficace dans notre analyse. Donc grosso modo, on en garde 5-6% à la phase 2 et un peu moins de 4% pour la phase en personne. Alors, en règle générale, si vous aviez une proposition à faire autour de cette table ronde, c'est une table ronde, j'aimerais bien que vous nous donniez les critères qui vous semblent les plus importants pour faire en sorte et les plus simples et les plus concrets, c'est-à-dire ce qu'il faudrait mettre en place demain. Dans la santé, demain, c'est jamais très rapide. Enfin, on y tend quand même ne serait-ce que pour que les patients ne souffrent pas trop de manque d'accès. Quelles seraient les préconisations que vous feriez on va dire par vos qualités professionnelles et vos qualités de représentants syndicaux, de formation, du CNA par exemple. Voilà, j'aimerais bien savoir quelles sont les préconisations que vous feriez si vous aviez les rênes pour monter au créneau et faire changer un peu la formation, l'améliorer encore. Cécile, vous voulez commencer ? Oui. Donc, moi, mon business plan, ce serait pour la formation initiale, on universitarise vraiment. Donc, on campe devant le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour la réingénierie du référentiel, donc dépoussiérage et une L3 Pro, donc un vrai processus de Bologne LMD. On campe au niveau du CNU pour que l'audioprothèse soit représentée dans la section 91 et qu'il y ait des dossiers d'audioprothésistes qui soient qualifiés pour qu'il y ait d'authentiques universitaires en audioprothèse. Voilà, donc ça c'est la formation initiale. Alors attention, bien sûr, c'est du macro. Hein. Je ne décline pas ce qui nécessiterait d'être fait en termes d'homogénéisation du nouveau référentiel, que tous les centres, c'est ce qui déjà est en cours, hein, se mettent autour d'une table pour que chacun apporte sa richesse. Bref, je reste macro. On met bien entendu dans la boucle les étudiants pour ce référentiel. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont
sont plus micro. Donc oui, non, mais des choses volontairement- qui relèveraient d'un PLFSS si on était sûr Voilà, que ça passait. je reste macro, donc ça c'est formation initiale et puis formation continue. On individualise une société savante, on précise les différentes missions, collège des enseignants. C'est la formation. La société savante, c'est la veille scientifique, les recommandations de bonnes pratiques. Donc, il y a déjà des syndicats dont on connaît largement le dynamisme. Une fois qu'on a toutes les sociétés savantes, on crée un ordre. Une fois qu'on crée l'ordre, on crée le CNP et il y a un interlocuteur unique pour les ministères de tutelle, mais avec où toutes les composantes, toutes les instances de la discipline audioprothétique sont présentes, communiquent, s'entendent. Bref, et voilà, moi je leur souhaite que ça fonctionne aussi bien qu'au niveau du CNP d'ORL à l'heure actuelle. Voilà. Après, Alors, pour une préconisation, c'est un programme, là. On est oui, carrément sur un programme. Mais comme je le disais, vous êtes tous là, le nombre de vous tous et toutes en témoigne. Moi, de l'extérieur, j'ai pu voir sur les 4 dernières années la montée en puissance en termes de qualité, de quantité de ce qui est proposé aux EPU. Quand on regarde un petit peu entre les lignes des news du CNA, des programme. On peut isoler une commission humanitaire, une commission guide des pratiques, une commission des bourses et des machins, etc. Tous les ingrédients sont là. Il y a juste un peu de structuration sur des modèles qui sont déployés dans d'autres disciplines. Donc vraiment, on a tous les ingrédients. Je suis désolée, j'ai faim. C'est encore une histoire de cuisine. Tous les ingrédients sont là. Voilà. Allez-y. Vraiment, allez-y. Bravo encore. Il n'y a plus qu'à faire. Voilà. Jordi, quel conseil? Bon, je crois que c'est très important l'harmonisation de la formation entre les différents pays. Quelques années, nous avons eu le programme Leonardo qui harmonise la formation des audioprothésistes à l'Europe, mais nous avons besoin d'actualiser ça. Et non seulement c'est une question de contenu, c'est une question de compétences. Et c'est très important que la compétence qu'ont à l'Espagne, c'est similaire à la compétence qu'il avait à la France ou à notre pays. Mais je crois que cette harmonisation, c'est important. David, vous qui avez 50 ans d'expérience sur le plan du fonctionnement d'un conseil de l'ordre. Ouais, en fait, quand j'entends harmonisation, je pense que ce qui est le plus important dans l'éventuelle création d'un ordre en France, c'est qu'il y ait un mécanisme très clair d'admission des candidats étrangers et qui soit géré par l'ordre de façon claire, de façon structurée, de façon identifiée et aucunement arbitraire. Nous, on le fait. On a un règlement là-dessus. Le nombre d'heures est spécifié. Quand il y a une candidature internationale qui arrive au Québec, on sait exactement dans quelle machine cette candidature-là va passer. Et il y a effectivement un processus qui est extrêmement clair à cet effet-là. Et on est capable, en échange, de garantir que les gens qui sont admis sont possiblement bien équipés pour exercer. Et ensuite, on va le valider en les inspectant. Donc, il y a des mécanismes, en fait, qui sont importants. Et je terminerai en disant que tout ça repose uniquement sur la confiance du public en cette organisation-là. Donc, au niveau, entre autres, de la structure, de la gouvernance, de l'ordre lui-même, il faut que ça soit absolument exemplaire. Je crois que ça, c'est une règle pour toutes les professions de santé. Si on perd la confiance de la population, si on perd la confiance des patients, c'est pas la peine de continuer ce métier.
c'est vraiment quelque chose d'important. Stéphane? Oui, en fait, c'est pas tout à fait une réponse à la question, mais je pense qu'il faut retravailler sur les décrets de compétences et sur l'évolution du métier d'audioprothèse, sur certaines actions qui sera amené à faire, peut-être des partages de compétences aussi, faire des contrôles, mais aussi peut-être faire du décret de compétences pour les assistantes aussi, pour éviter de faire des amalgames entre ce que fait l'un et ce que fait l'autre, et proposer des formations certifiées pour ceux qui sont déjà diplômés et qui, à mon sens, n'ont pas le niveau de pratiquer, pour au moins faire en sorte que les patients qui sont dans leurs mains soient le mieux suivis possible. Et le mot de la fin pour Mathieu, et la conclusion en même temps, Mathieu. Oui, bah, écoute, je trouve que voilà, les éléments qu'on a pu avoir sont quand même intéressants. Je rejoins bien entendu ce qui a été dit et on commence à voir la structure de notre métier demain en termes d'organisation. Tu vois, je pense que c'est un EPU, c'est le 28e EPU qu'on organise, enfin que le collège organise. J'ai vraiment la chance de pouvoir accompagner nos amis collégiens et de pouvoir dispenser un certain nombre d'enseignements. Et aujourd'hui, on a eu un certain nombre d'idées qui ont mûri. Tu vois, l'idée d'un ordre professionnel, c'est pas quelque chose qui était naturel chez tout le monde. Tu vois, il faut encore arriver à convaincre les gens. Et on voit bien le dispositif, l'organisation, la société scientifique, etc. Tu vois. Aujourd'hui, le collège est clairement une société scientifique, mais c'est un collège, donc elle peut changer de nom. Ou voilà. Donc les choses doivent se structurer. La seule chose sur laquelle j'apporte déjà une attention. Une attention importante, c'est la bonne entente des différents acteurs qui pilotent un petit peu les choses. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, l'intérêt supérieur de notre métier, de notre activité, du service rendu aux patients, doit passer au-dessus de certaines positions politiques bloquantes. Parce que finalement, ça revient à quelque chose de contre-productif, je pense. Et les pouvoirs publics, ils aiment pas trop ça non plus. Donc je pense qu'il va y avoir un véritable travail à faire, en tout cas que j'essaierai de faire, de manière à ce qu'on puisse se mettre autour de la table. On parlait des compositions des CNP, etc. Si on veut que tout ça s'organise, il va falloir se mettre d'accord quand même à un moment donné, et donc il va falloir discuter, échanger. Voilà. C'est malheureusement la tentation d'un certain nombre de professions, c'est le repli corporatiste. C'est vrai que c'est pas une bonne chose d'avoir d'un côté les différents membres et représentants des différentes institutions d'une profession qui ne s'entendent pas et qui se mettent pas autour de la table pour construire l'avenir de la profession, parce qu'une profession c'est vivant, c'est un organisme en tant que tel, c'est un organisme vivant, et c'est vrai que c'est de là qu'on obtient c'est dans la co-construction de tous les acteurs qu'on obtient des résultats qui sont très certainement les plus intéressants. On a fini cette table ronde. Alors, on a fini cette table ronde, mais je vais vous demander de rester encore quelques instants. Alors, c'est pas dans mes habitudes, vous savez que je suis maître du temps. Il est 18h31 et le programme officiel est fini. Je voudrais qu'on remercie, qu'on applaudisse bien fort donc tous les participants à cette table ronde. Vous pouvez, voilà. Merci infiniment Olivier également pour cette animation. Et je voudrais prendre la parole quelque temps et introduire donc un invité surprise qui nous fait le plaisir qui nous fait le plaisir de sa visite ce soir. Comme vous le savez, le Collège national en 1977 a été fondé en 1977. C'est un collège que je préside. C'est une organisation porteuse d'un héritage fort au service de l'amélioration des pratiques en audioprothèse. Aujourd'hui, en tant que 6e président de notre collège, je suis honoré de poursuivre l'action de mes prédécesseurs. Je pense à Jacques Dehaussy, Xavier Renard, Éric Bizaguet, Stéphane Laurent et François Leher.
Tous ont œuvré avec une vision commune, faisant du Collège national d'audioprothèse une institution qui inspire, exige et encourage l'excellence chez tous les audioprothésistes en se tournant vers l'avenir. Les valeurs de qualité de la pratique et d'éthique ne sont pas simplement des principes pour nous. Elles sont le socle même de notre engagement pour les malades. Elles sont ce qui guide chacun de nos projets, chaque action que nous entreprenons, et croyez-moi, elles n'ont jamais été aussi essentielles. Depuis près de 50 ans, nous accompagnons, nous définissons et nous essayons d'avancer avec clarté et conviction. Aujourd'hui, le collège prend une position sur le plan politique. Pourquoi ? Parce que notre profession est en constante évolution et que l'écosystème de santé connaît une mutation. D'une part, nous sommes de plus en plus nombreux à exercer, nous l'avons vu et nous en avons discuté dans cette table ronde, ce qui montre l'intérêt croissant pour notre métier. D'autre part, notre rôle au sein de la société est en pleine transformation. Il est donc plus jamais nécessaire que de renforcer la régulation de notre profession afin de garantir la qualité de nos pratiques et l'éthique à laquelle nous tenons tant. J'ai la conviction que notre rôle est central et le sera de plus en plus, non seulement auprès de la population, mais aussi et surtout auprès de ceux qui sont les plus vulnérables et fragiles. Mais notre engagement va bien au-delà des soins directs, même s'il reste bien entendu indispensable pour préserver la santé de chacun. Nous avons aussi un rôle clé à jouer dans la prévention, notamment face à un enjeu majeur, les nuisances sonores et le bruit, et la problématique prend une résonance toute particulière cette année, puisque c'est la thématique de notre PU 2024. Fort de l'histoire de notre profession depuis 1977 et de la solidité de notre structuration, je crois fermement que la profession des audioprothésistes est prête à franchir un nouveau cap. C'est donc avec une grande joie que j'invite Monsieur le député François Jernigon, qui nous fait l'honneur de sa présence, à se joindre à nous pour poursuivre ce chemin au service de l'éthique, de la sécurité des soins des patients et de la qualité des pratiques de notre profession. Mesdames, Messieurs, chers audioprothésistes, c'est avec un réel plaisir et c'est un honneur pour moi de venir ce soir clôturer cette première journée d'enseignement post-universitaire du Collège national d'audioprothèse. Je voudrais remercier Mathieu Delrio de son invitation et de saluer tout le travail que vous faites. J'ai assisté un petit peu à la fin de la table ronde de tout le travail que vous faites depuis des années au service de cette profession. Alors, on m'a annoncé en venant en tant que député, mais je viens vous voir ce soir avec deux casquettes. Bien sûr, la casquette de député, première circonscription de Maine-et-Loire, membre de la commission Affaires sociales, bien sûr très sensibilisé par tout ce qui est problème de santé en général, mais aussi tout ce qui est problème lié à la perte d'audition. En tant que citoyen, il y a 25 ans à peu près, je me suis levé un matin et j'ai eu un gros clash dans l'oreille gauche et j'ai perdu l'audition du côté de l'oreille gauche et bien sûr j'ai consulté pour la première fois de ma vie un ORL qui a décelé à l'intérieur de mon oreille interne un orinome. Alors ce orinome, il y a 25 ans, il y avait deux solutions de le traiter, c'était soit la chirurgie avec le risque d'atteindre le nerf facial et d'avoir un visage un peu déformé, ou alors il y avait il y a 25 ans, une première, une nouveauté à Marseille, un traitement par rayon. Et il fallait que ce orinome, fasse 3 mm. Il faisait 1 mm à l'époque. Donc on l'a laissé grossir gentiment. Et puis lorsqu'il a atteint 3 mm, j'ai été à Marseille et j'ai été traité par rayon. Ça a été une réussite puisque ce orinome a disparu. Mais par contre, je n'ai pas retrouvé l'audition du côté gauche et je suis sujet aux acouphènes. Je suis député, je suis donc dans l'hémicycle. Vous avez l'occasion peut-être à la télévision de voir les ambiances à l'hémicycle, mais je dirais que les 30% d'auditions qui me restaient, je les ai perdues en 6 mois. Fin 2022, je n'avais quasiment plus d'audition, de perception d'audition du côté de l'oreille gauche. J'ai été longtemps dans le déni, c'est-à-dire qu'il y a à peu près, j'ai du mal à mettre du temps, mais il y a 15 ans, 20 ans, je me suis fait appareiller.
J'étais un petit peu dans le déni et j'ai pas persévéré. Je n'en veux pas du tout à la profession d'audioprothésiste à l'époque qui m'a appareillé, pas du tout. C'est parce que simplement, je pense que j'ai pas été perspicace. J'étais encore en activité professionnelle, je faisais de la formation. C'était un petit peu compliqué pour moi dans une salle où il y avait 20-25 personnes qui pouvaient prendre la parole de façon intempestive, et bien de gérer le sujet, si bien que l'appareil, je l'ai mis dans un tiroir et je l'ai pas ressorti. Et j'ai vécu comme ça pendant à peu près 15 ans, avec les limites que ça peut avoir, parce que je me rendais bien compte, petit à petit, que c'était compliqué de communiquer lorsque je me trouvais dans une réunion, dans une réception, avec un peu d'ambiance. Eh bien, j'entendais pas du tout mes interlocuteurs qui étaient à ma gauche, et à droite, j'entendais un groupe où j'avais rien à entendre, et j'avais beau me concentrer sur les gens qui étaient en face de moi, j'avais du mal à comprendre les choses. Puis je me suis aperçu que j'avais un problème aussi de mémoire, de concentration, et je me suis dit, il faut quand même commencer à faire quelque chose. Alors, sur le PLF 2023, j'avais déposé un amendement sur la prévention, sur les risques de perte d'audition, et c'est comme ça que vos professions, je dis en général, vos professions et tous les dispositifs, tous les organismes qui peuvent exister autour de vos professions m'ont un petit peu repéré et sont entrés en contact avec moi. Et je dirais que c'est grâce à cela que je me suis fait réappareiller il y a peu de temps. Et ma foi, je vous félicite. Je félicite votre profession parce que j'ai retrouvé un confort de vie, un confort d'audition qui n'est pas forcément la perfection parfaite, comme si on n'avait pas de soucis de troubles d'audition, mais j'ai retrouvé un confort, c'est-à-dire que lorsque j'ai quelqu'un à ma gauche, je l'entends enfin. Lorsque je suis aussi dans une pièce où il peut y avoir un peu d'ambiance, ma foi, avec les réglages que je peux opérer sur mon dispositif, eh bien, j'arrive à m'en sortir et je sens tout doucement que je retrouve de la mémoire et de la concentration. Donc, je revis. Et preuve en est, c'est que lorsque j'oublie de le mettre, il y a 15 jours, j'ai été à un repas des anciens, donc un repas des anciens avec un orchestre, enfin voilà, vous imaginez un petit peu l'ambiance, j'avais oublié de mettre mes appareils, eh bien, je me suis trouvé en situation d'inconfort parce que j'étais incapable de communiquer avec mes interlocuteurs qui étaient à table. Le soir, quand je les enlève, j'ai l'impression d'être sourd. Donc c'est aussi un signe que l'appareillage, eh bien, ma foi, remplit ses effets et je suis tout à fait satisfait. C'est important que je vous parle de mon expérience personnelle qui m'a donc sensibilisé davantage à l'importance du rôle de votre profession. Votre profession, c'est la loi du 3 janvier 1967 qui l'a officiellement établie. La profession d'audioprothésiste n'a cessé de se développer et de se structurer. En seulement 10 ans, le nombre d'audioprothésistes en France a presque doublé. Vous êtes aujourd'hui, je crois, pas loin de 5000 à exercer ce métier. Cette croissance témoigne du dynamisme et de l'attractivité de la profession et vient répondre à un besoin réel de prise en charge des troubles auditifs, ça j'en suis persuadé. En France, on dit qu'il y a environ 6 millions de personnes qui souffrent de problèmes d'audition. C'est peut-être un petit peu plus parce que, voilà, maintenant que je m'intéresse vraiment au sujet et que je regarde un petit peu autour de moi, il y a aussi des personnes qui peuvent être en perte d'audition qui ne s'en rendent pas compte. Et lorsqu'elles se rendent compte, c'est peut-être après 5, 6, 7, 8 ans, peut-être 10 ans de perte d'audition. Donc c'est peut-être aujourd'hui un peu plus de 6 millions de personnes qui souffrent de ce mal-être. La prévalence de la surdité augmente drastiquement avec l'âge. Les plus de 65 ans, les plus de 65 ans, c'est 65% donc qui sont en perte d'audition. Et puis on sait bien qu'avec l'enjeu du vieillissement de la population, un sujet aussi sur lequel je prête attention dans mes travaux, on sait que les personnes de plus de 65-70 ans vont doubler dans les années qui viennent. Donc je dirais que votre profession a un bel avenir devant elle. Dans ce contexte, votre rôle est plus crucial que jamais. Vous êtes au cœur du parcours de soins des personnes malentendantes, contribuant de manière significative à leur qualité de vie, et je peux en témoigner. Qui plus est, avec la mise en place de la réforme du 100% santé en audiologie, ça a été une véritable révolution. Elle a permis de lever certaines barrières financières qui freinaient de nombreux patients pour accéder aux aides auditives. Les chiffres sont éloquents. Le nombre d'appareils auditifs vendus a augmenté de 40% en 6 ans, avec plus d'1 million d'accompagnements réalisés donc en 2023.
le nombre de prothèses auditives délivrées par audioprothésistes est passé de 230 par an en 2018 à environ 350 par an en 2023. Et grâce à cette réforme, des centaines de milliers de personnes ont pu améliorer leur confort de vie, retrouver une meilleure communication et réduire le risque lié à l'isolement social et à la dégradation cognitive. On peut le dire, le 100% santé audiologie est un véritable succès dont vous êtes les principaux moteurs et les principaux acteurs. N'oublions pas également que le modèle de votre pratique, fondé sur un forfait finançant d'un côté le dispositif médical et de l'autre côté un accompagnement et un suivi du patient qui est vraiment nécessaire, fait de vous le modèle exemplaire de l'appareillage en Europe. Cet investissement en temps reflète votre engagement pour une prise en charge personnalisée et de qualité, et les résultats sont là. Plus de 90% des patients se déclarent satisfaits de l'appareillage lorsque le suivi personnalisé est assuré. Votre profession est confrontée à des évolutions rapides, tant sur le plan technologique, médical que réglementaire. Les avancées technologiques et médicales ouvrent des perspectives prometteuses dans tous les domaines, qu'il s'agisse des prothèses auditives et des implants cochléaires, en constante amélioration au service des patients, ou des essais cliniques en cours sur de nouvelles thérapies dont les résultats s'annoncent très encourageants. Ces innovations nécessitent une mise à jour constante des compétences. Il est essentiel que les audioprothésistes puissent bénéficier d'une formation continue de qualité pour rester à la pointe de ces avancées et offrir le meilleur à leurs patients. C'est ce que j'ai cru entendre et comprendre sur la table ronde qui s'est tenue juste avant mon arrivée. Les programmes d'enseignement post-universitaire, comme celui qui vous réunit aujourd'hui, occupent ce rôle particulièrement important. C'est donc dans ce contexte que je souhaite aborder la question de la création d'un ordre des audioprothésistes. Depuis plus d'un an, je travaille en étroite collaboration avec de nombreux acteurs engagés, syndicats, associations, professionnels, je dirais même usagers, pour en parler autour de moi, pour sonder et concrétiser ce projet. La création d'un ordre professionnel est une étape cruciale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il garantira la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients en définissant un code de déontologie et des bonnes pratiques professionnelles. En assurant la certification périodique des compétences, l'Ordre veillera à ce que chaque audioprothésiste maintienne un haut niveau d'expertise indispensable dans notre contexte. Ensuite, il contribuera à valoriser la profession en renforçant sa visibilité et sa reconnaissance auprès du grand public et des autres acteurs du système de santé. Un ordre professionnel renforcera la reconnaissance de votre métier, le positionnant pleinement comme une profession de santé à part entière, au même titre que d'autres professions paramédicales. L'ordre jouera un rôle clé dans la lutte contre les fraudes et les pratiques illégales. En 2023, le secteur de l'audioprothèse a représenté un peu plus de 21 millions d'euros de fraudes identifiées et bloquées, soit 4,6% des fraudes totales comptabilisées par l'assurance maladie. Ces fraudes sont souvent le fait d'individus ou de sociétés extérieures à votre profession, cherchant à exploiter notre système solidaire. Un ordre professionnel permettra de mieux contrôler les pratiques et d'intervenir rapidement en cas de manquement, protégeant ainsi les patients et la réputation et la crédibilité de votre métier. Enfin, la création d'un ordre dédié, avant tout à la protection des patients, permettra à chaque acteur de se recentrer sur son mandat initial. Les syndicats pourraient ainsi pleinement se concentrer à la défense des droits et des intérêts sociaux et économiques des audioprothésistes, tandis que le Collège national d'audioprothèse pourrait poursuivre ses missions scientifiques, pédagogiques et, dans une certaine mesure, politiques. Ma proposition de loi est prête et sera déposée dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. Je compte bien sûr sur votre soutien et votre mobilisation. J'ai cru comprendre tout à l'heure que c'était une vraie attente pour la faire aboutir. Au sein de la Commission Affaires sociales, au sein de l'hémicycle, dans tous les rangs
politiques, dans tous les groupes politiques, j'ai l'occasion de parler de votre profession parce que je me rends compte que certains députés qui avancent comme moi dans l'âge, eh bien, sont appareillés ou sont en perte d'audition, et je dirais que c'est vraiment un sujet transpartisan. Il n'y a pas de souci pour en avoir discuté aussi avec Yannick Noder, donc le rapporteur général, et puis Frédéric Valtou, mon collègue Horizon, président de la commission Affaires sociales. Je crois fermement que c'est en travaillant ensemble, en associant nos compétences et nos énergies, que nous pourrons relever les défis qui vous attendent. La santé auditive est un enjeu majeur pour notre société et vous êtes au cœur de cette mission. Pour conclure, je voudrais exprimer mes remerciements et mon soutien pour le travail que vous accomplissez au quotidien. Votre profession est essentielle pour améliorer la qualité de vie de nombreux Français. Les avancées réalisées ces dernières années sont considérables, mais il vous reste encore du chemin à parcourir. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que chaque personne qui en a besoin puisse accéder à des soins auditifs de qualité dans les meilleures conditions possibles, et nous pouvons renforcer la reconnaissance de votre métier. Je vous remercie pour votre attention. Je suis vraiment à votre disposition pour faire avancer vos idées, vos projets sur le plan législatif. J'ai entendu tout à l'heure Madame Cécile, j'ai perdu son nom, voilà, qui disait que vous alliez camper devant les ministères. Ce ne sera pas la peine de venir camper devant l'Assemblée nationale. Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches et vos réflexions sur le plan législatif. Merci pour votre engagement et je me réjouis de poursuivre et porter ce travail à vos côtés. Bonne fin de journée. Merci, monsieur le député, de porter politiquement donc les propositions du Collège national d'audioprothèse et de notre profession. Je suis honoré que vous ayez choisi ce moment symbolique de l'EPU pour faire cette annonce de proposition de loi. Comme vous le savez, la création d'un ordre professionnel est un projet que le Collège porte depuis de très nombreuses années et que je défends personnellement depuis ma prise de fonction en 2021. Le Collège va continuer d'approfondir et de réfléchir à cette thématique. J'ai d'ailleurs le plaisir d'annoncer la création d'un groupe de travail dédié au sein du Collège avec les présidents d'honneur ainsi qu'avec la participation donc de David Gélinas et des acteurs des différents ordres en France. Voilà. Avec qui nous collaborons depuis plusieurs années en ce qui concerne le Québec. Voilà, je vous propose une petite photo, monsieur le député, si vous le souhaitez.